Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du concours de l'IFOR de type A. Alors, ce concours, nous allons corriger le sujet de probabilité 2024. D'accord. Nous rappelons que ce concours est type A est pour ceux qui ont une licence en géographie, une licence en sociologie, une licence en anthropologie ou une licence en démographie. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur le sujet. Nous rappelons que ça, c'est un document que nous mettons à la disposition de toute personne qui veut préparer le concours. Alors, ce document corrige les 21 derniers sujets de 2003 à 2024 du concours de l'IFOR de voie A. Aussi, il y a un document pour la culture générale. Donc, sans plus tarder, on va directement sur le sujet de 2024. Alors, 2024, probabilité, c'est là. OK. Donc, on va agrandir un peu. Très bien. Donc, sujet de statistiques et de probabilité, février 2024. Épreuve de probabilité de statistiques concours type A. Ça a eu lieu le 21 février 2024. Alors, les documents ne sont pas autorisés. C'est un sujet qui comporte 8 exercices. 8 exercices. On va corriger tous les 8 exercices dans l'ordre de passage. Alors, le premier exercice compte pour 2 points et demi. Encore 2 points et demi. On va commencer par cet exercice. Alors, que nous dit cet exercice? Cet exercice dit, on lance 2 dés équilibrés de couleurs différentes. On considère les événements suivants. Q, l'événement Q, c'est le premier dé. Le dé vert donne 4. T, c'est le second dé. Le dé rouge donne 3. Et A, c'est la somme des résultats donne 7. Donc, la question posée, c'est la suivante. Que pouvez-vous affirmer au sujet de l'indépendance des événements A et B, des événements A et T, des événements A et Q inter T? Donc, en guise de rappel, on fait de l'espace pour corriger. On m'a dit que deux événements, on va dire X et Y sont indépendants si sont indépendants lorsque P de X inter Y est égal à P de X multiplié par P de Y. C'est ça l'indépendance de deux événements. Donc ici, la question posée, c'est premièrement, est-ce que les événements A et Q sont indépendants? Donc, on va essayer de comparer P de A inter Q avec P de A multiplié par P de Q. Donc, est-ce qu'il y a égalité? S'il y a égalité, alors on va conclure pour une indépendance. S'il n'y a pas égalité, on ne va pas conclure pour une indépendance. Alors, commençons par calculer P de A fois P de Q. À quoi est égal à P de A fois P de Q? Donc, P de A, d'abord, c'est la probabilité que la somme des résultats donne 7. Pour que la somme des résultats donne 7, il faut que le premier dé donne 4, autant pour moi, on a fait une petite erreur. Pour que la somme donne 7, il faut que le premier dé donne 6 et le deuxième dé donne 1. Ou bien, c'est le principe additif, le premier dé donne 5 et le deuxième dé donne 2. Ou bien, le premier dé donne 4 et le deuxième dé donne 3. Ou bien, le premier dé donne 3 et le second dé donne 4. Les dés sont distincts de par leur couleur. Ou bien, le premier dé donne 2 et le deuxième dé donne 5. Ou bien, le premier dé affiche 1 et le deuxième dé affiche 6. D'accord? Donc, ça va donner combien?
ça va donner, chaque probabilité là vaut 1/6. D'accord, la probabilité d'avoir 6 au premier dé et 1 au second dé, c'est 1 sur 6 fois 1 sur 6. Donc ça, c'est 1 sur 36. On va écrire ça en couleur. Alors, cette première probabilité va nous donner 1 sur 36 plus la seconde probabilité, c'est 1 sur 36. La troisième probabilité, c'est 1 sur 36. La quatrième probabilité, c'est 1 sur 36. La cinquième probabilité, c'est 1 sur 36 aussi. Et la sixième probabilité, c'est aussi 1 sur 36. Donc, ça va faire 6 fois 1 sur 36, ce qui donne 1/6. Donc, la probabilité d'obtenir A, c'est 1 sur 6. D'accord? Très bien. La probabilité d'obtenir la probabilité de l'événement Q, on va calculer la probabilité de l'événement Q de la même manière. Alors, à quoi est égal à P de Q? Probabilité de l'événement Q. Q, c'est l'événement. Le premier D, le D vert donne 4. Donc, le D vert donne 4. Ça veut dire que c'est égal à la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 1 au second dé, ou bien la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 2 au second dé, ou bien la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 3 au second dé, ou bien la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 4 au second dé, ou bien la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 5 au second dé, ou bien enfin la probabilité d'avoir 4 au premier dé et 6 au second dé. Donc, après calcul, on va encore se rendre compte que ça donne 1 sur 6. Donc, finalement, on va conclure que P de A multiplié par P de Q est égal à 1 sur 6 fois 1 sur 6, ce qui donne 1 sur 36. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement A inter Q. Donc, P de A inter Q égale à combien? A inter Q. Essayons de comprendre d'abord l'événement A inter Q. A, c'est la somme des résultats donne 7. Q, c'est le premier D donne 4. Ça veut dire que A inter Q, c'est le premier D donne 4 et la somme donne 7. Donc, c'est égal à la probabilité d'obtenir 4 et de 3. Donc, la probabilité d'obtenir 4 au premier D et 3 au second D. D'accord? Ce qui va donner, puisque c'est la seule manière d'obtenir 7, ça va donner 1 sur 36. Donc, on voit bien que, en conclusion, on a P de A inter Q est égal à P de A multiplié par P de Q. Ça veut dire que A et Q sont indépendants. A et Q sont indépendants, tout simplement. Très bien. Donc, on passe au deuxième couple d'événements, c'est l'événement A et T. Est-ce que les événements A et T sont indépendants? C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Donc, on va essayer de calculer P de A inter T et comparer ça avec P de A multiplié par P de T. Donc, une fois qu'on fait ce calcul, ça va nous permettre de conclure. Alors, A inter T, c'est quel événement? Alors, A, c'est l'événement, la somme des résultats donne 7. Et T, c'est l'événement, le second D donne 3. Donc, pour que le second D donne 3 et la somme des D donne 7, il faut forcément que le premier D donne 4. Ce qui fait que P de A inter T est égal à la probabilité d'obtenir 3 au second D, probabilité d'obtenir 3 au second D et que la somme donne 7, c'est-à-dire d'obtenir 4 au premier D. Ça va donner donc 1 sur 36. Donc voilà P de A inter T. Maintenant, il va falloir calculer P de A multiplié par P de T. D'accord, donc ceci donne 1 sur 36.
Maintenant, P de A fois P de T, on a déjà calculé P de A. Précédemment, on a trouvé que P de A, c'est 1/6. Maintenant, il faut calculer P de T. P de T, T c'est l'événement, la somme, le second D donne 3. Donc, pour que le second D donne 3, on peut tout simplement dire que c'est la probabilité d'obtenir 1 au premier D et 3 au second D, ou bien la probabilité d'obtenir 2 au second D et 2 au premier D et 3 au second D, ou bien la probabilité d'obtenir 3 au premier D et 3 au second D, ou bien la probabilité d'obtenir 4 au premier D et 3 au second D, ou bien la probabilité d'obtenir 5 au premier D et 3 au second D, ou bien la probabilité d'obtenir 6 au premier D et 3 au second D. Donc ça va encore faire 1/6 fois 1/6, 6 fois, ce qui va donner 1/6. Donc, en conclusion, on constate que si on veut calculer P de A inter T, P de A fois P de T, ça va donner 1/6 fois 1/6, ce qui est égal à 1/36. 1/36 est aussi égal à P de A inter T. Ça veut dire que A et T sont indépendants. D'accord? Donc A et T sont aussi indépendants. Alors la dernière situation, c'est de dire est-ce que les événements... Alors, on va regarder. A et Q inter T. Est-ce que A et Q inter T sont indépendants? Donc, on va regarder ça. La question c'est, est-ce que A et Q inter T sont indépendants? En d'autres termes, est-ce que si on calcule P de A fois P de Q inter T, est-ce que ça nous donne forcément P de A inter Q inter T? C'est ça la question. Donc, pour répondre à cette question, on a déjà calculé P de A. P de A, c'est 1/6. Ensuite, on calcule P de Q inter T. P de Q inter T. Q inter T, c'est quoi? C'est la probabilité que la somme, la probabilité d'obtenir 4 au premier D et 3 au second D. Donc, c'est la probabilité d'obtenir 4 au premier D et 3 au second D. Ça va faire 1/36. D'accord? Maintenant, si on calcule P de A inter Q inter T, A inter Q inter T, c'est la probabilité d'obtenir 4 au premier lancé, 3 au second lancé, et que la somme donne 7. D'accord? Et que la somme donne 7. Donc, c'est tout simplement la probabilité d'obtenir 4 au premier lancé et 3 au second lancé. Et la somme donne effectivement 7, ce qui va donner 1/36. Maintenant, si on calcule P de A fois P de Q inter T, ça va donner 1/6 multiplié par 1/36. Alors la question c'est, est-ce que c'est égal à 1/36? C'est différent de 1/36. 1/36 qui n'est rien d'autre que P de A inter Q inter T. Donc la conclusion c'est que les événements A et Q inter T ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendants. Très bien. Donc, voilà pour la correction du premier exercice. Le second exercice, l'exercice 2. Dans le premier exercice, parlait des indépendances d'événements. L'exercice 2, alors ici, ça parle d'une loi binomiale.
et son approximation à une loi normale. Alors ici on dit, parmi les 530 étudiants embauchés pendant la période des vacances par le service des loisirs de la ville, 13% sont âgés de plus de 21 ans, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la probabilité d'avoir un individu qui est âgé de plus de 21 ans, n'est-ce pas? On va appeler ça petit p, c'est égal à 13% des 530 employés divisé par 530, ce qui va donner 68,9 divisé par 530, ce qui est égal à 13%, ça fait 0,13. Donc on a 0,13 qui est la probabilité qu'un étudiant soit âgé de plus de 21 ans. La question c'est quelle est la probabilité que sur un échantillon de 100 dossiers de ces employés choisis au hasard avec remise, n'est-ce pas? Donc, sur un échantillon de 100 dossiers de ces employés choisis au hasard avec remise, au moins 20% soient des employés de 21 ans et plus. Donc ici, ce sont des variables aléatoires. Ici, on va créer une variable aléatoire qu'on va appeler x. La variable aléatoire, n'est-ce pas? La variable aléatoire réelle égale à quoi? Égale au nombre d'employés de plus de 21 ans, n'est-ce pas? De plus de 21 ans. Donc, ici, il faut remarquer que x suit une loi binomiale de paramètres 100p. Pourquoi 100p? Tout simplement parce qu'on fait, un choix, un échantillon un échantillon de 100 dossiers choisis au hasard avec remise, n'est-ce pas? Donc, on veut que 20% au moins ait plus de 21 ans, n'est-ce pas? Donc, on veut calculer la probabilité que sur les 100 là, 20 est plus de 21 ans. Donc, la probabilité que x soit supérieur à 20% des 100, c'est-à-dire 20. Donc, voilà la probabilité qu'il faut calculer. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 20. Alors, ici, on va utiliser l'approximation de la loi binomiale en loi normale. Donc, en guise de rappel ici, rappel. Alors, en guise de rappel, la distribution normale, d'accord, permet d'approximer la distribution binomiale, lorsque le nombre de répétitions dont n est supérieur ou égal à 30 et le produit n fois p et n fois 1 moins p, n'est-ce pas, sont supérieurs ou égaux à 5. Donc, lorsque les deux conditions là sont réunies, c'est-à-dire lorsque on a notre n qui est supérieur ou égal à 30 et que np et n facteur de 1 moins p sont supérieurs ou égal à 5, alors on peut approximer la loi binomiale par une loi normale. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Dans notre cas, n est égal à 100, qui est supérieur ou égal à 30. C'est vérifié. Si on calcule n fois p,
c'est égal à 100 multiplié par 0,13 qui est égal à 13, qui est supérieur ou égal à 5. On a aussi n fois 1 moins p qui est égal à 87, qui est supérieur ou égal à 5. Donc, ça veut dire que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 20 est égale à la probabilité que x moins np sur racine carrée de np facteur de 1 moins p soit supérieur ou égal à 20 moins 20 moins np divisé par racine carrée de np facteur de 1 moins p. D'accord. Donc, voici la probabilité que nous voulons calculer. Ok. Donc, cette probabilité est encore égale à, est égale à 1. Bon, ça, c'est la probabilité que la loi normale centrée réduite, n'est-ce pas, soit au moins égale à 20 moins np divisé par racine carrée de np facteur de 1 moins p. Et ça, c'est encore égal à 1 moins la probabilité que la loi normale centrée réduite, n'est-ce pas, soit inférieure à, alors, on va calculer 20 moins np, c'est-à-dire moins 13, divisé par racine carrée de 13 multiplié par 0,87. Donc, c'est de cette probabilité qu'il s'agit. Donc, si on calcule ça, faisons un peu d'espace, c'est égal à la probabilité, à 1 moins la probabilité que, ici, que la loi normale centrée réduite soit inférieure à 2,08. Ok, donc c'est égal à 1 moins pi de 2,8. 2,08. Et 2,08 c'est, et pi c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc pi de 2,08 ça va donner 1 moins 0,9812, ce qui est égal à 0,0188, c'est-à-dire 1,88%. Donc, on a 1,88% de chance que sur 100 étudiants, n'est-ce pas, 20 aient plus de 21 ans. Donc, voilà la réponse à l'exercice. On passe donc à l'exercice 3. Ok, voilà l'exercice 3. On dit Géry et Poupou se sont intéressés aux résultats scolaires de 110 étudiants et leurs habitudes concernant le tabac. Les résultats montrent que ces étudiants ont des résultats scolaires excellents, satisfaits et médiocres dans les proportions de 20%, 60% et 20%. De plus, ils ont répertorié 30 des 10 étudiants fumaient beaucoup, 30 autres modérément et les autres pas du tout. Géry et Poupou sont sûrs qu'il y a indépendance entre les résultats scolaires et la consommation de tabac. Sans plus tarder, ils construisent un tableau de contingence illustrant la répartition des étudiants selon ces deux aspects. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Alors, ici, il faut retenir deux choses. C'est que l'hypothèse que Géry et Poupou font, c'est qu'il y a indépendance. D'accord? Et ils supposent qu'il y a indépendance. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on va utiliser pour construire le tableau. Ensuite,
L'autre chose, c'est que là, il y a deux variables. Il y a deux variables. Il y a la première variable qui concerne les résultats scolaires, n'est-ce pas? C'est une variable qui concerne les résultats scolaires. Ça, c'est la première variable, les résultats scolaires. Et dans ces résultats scolaires, il y a trois modalités. La première modalité, c'est excellente. La deuxième modalité, c'est satisfaire. Et l'autre modalité, c'est médiocre. L'autre variable auquel il s'intéresse, c'est euh, la, le fait que les étudiants fument dans les habitudes concernant le tabac. Dans les habitudes concernant le tabac. Ça, c'est l'autre variable à considérer. Donc, et parmi les variables, il y a les personnes qui fument beaucoup, les autres qui fument modérément et les autres qui ne fument pas du tout. Donc, on va donc construire le tableau qu'ils ont obtenu. On va supposer que pour ne pas beaucoup écrire, E, c'est pour dire excellent, n'est-ce pas? Excellent. S, c'est pour dire satisfait, satisfait, satisfaisant, voilà, satisfaisant, simplement. Et M, c'est pour dire médiocre. Très bien. Ensuite, on va aussi dire que FB, c'est pour dire fume beaucoup. Fume beaucoup. Ensuite, FM, c'est pour dire fume modérément. Fumer modérément. Et NF pour dire ne fume pas du tout. Pour dire ne fume pas du tout. Et maintenant, on a supposé que les variables sont indépendantes. Ça veut dire quoi? P de la probabilité de l'intersection de deux événements, c'est le produit des probabilités. C'est égal à P de A fois P de B. Donc, sur la base de ces hypothèses-là, on va donc construire le tableau de la sorte. Donc, on va d'abord mettre les modalités des résultats scolaires. On va mettre ici excellent, n'est-ce pas? Ensuite, satisfaisant. Et enfin, médiocre. Ici, on va mettre le total. Ok, donc voilà les variables du résultat scolaire. Ensuite, la deuxième variable qu'on va considérer, c'est l'habitude de consommation de tabac. On va mettre ici fume beaucoup. D'accord, on va mettre fume beaucoup. Ensuite, après fume beaucoup, on va mettre fume modérément. D'accord, fume modérément. Et enfin, on va mettre non-fumeur, donc les gens qui ne fument pas du tout. Non-fumeur. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, ici, on va mettre total. Total. Très bien. Donc, le total général, c'est 110 étudiants. Donc, on va mettre ça sous une autre couleur. 110 étudiants. Total général. Donc, c'est en rouge. Donc là, on a 110 étudiants. Ensuite, on a dit que sur les 110 étudiants, 30 fument beaucoup. Donc, les gens qui fument beaucoup, ils sont au total de 30. D'accord, donc ici, on a 30 qui fument beaucoup, 30 qui fument modérément, et le reste qui ne fument pas, c'est-à-dire 50. Pareillement, pour les résultats scolaires, on a dit que 20% des 110 là ont des résultats excellents. Donc 20% des 110, c'est 22. Ensuite, il y a 60% qui ont des résultats satisfaisants. 60% des 110, c'est 66. Et enfin, l'autre 20%, c'est-à-dire 22 étudiants,
ont des résultats médiocres. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on remplit chaque cellule de ce tableau. OK? Donc, pour remplir chaque cellule de ce tableau, on va utiliser la formule de l'indépendance, c'est-à-dire cette formule-ci. C'est elle qui va nous permettre de remplir les résultats du tableau. Je vous explique par exemple comment on va faire le calcul de la valeur qu'il va falloir mettre ici. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va calculer la valeur qu'il faut mettre là-bas? On va utiliser l'indépendance du résultat scolaire avec l'habitude de consommation. On sait par exemple que la probabilité, n'est-ce pas, de, de, d'avoir un excellent résultat et de fumer beaucoup, n'est-ce pas? Comme les événements sont indépendants, c'est égal à la probabilité d'avoir un excellent résultat multiplié par la probabilité de fumer beaucoup. D'accord? Or, la probabilité d'avoir un excellent résultat et de fumer beaucoup, cette probabilité-ci, à quoi est-ce qu'elle est égale? Ce nombre-ci. Bon, je vais faire un peu d'espace. Alors, la probabilité d'avoir un excellent résultat et de fumer beaucoup est égale au nombre d'individus qui ont un excellent résultat et qui fument beaucoup sur le nombre total d'individus. Et il faut savoir que c'est ce nombre-ci que nous recherchons. C'est ce nombre-là que nous recherchons. D'accord? Donc, cette probabilité égale à ça. C'est aussi égal à la probabilité d'avoir un excellent résultat, c'est-à-dire 22 sur l'effectif total, multiplié par la probabilité de fumer beaucoup, c'est-à-dire 30 divisé par l'effectif total. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On peut simplifier, on peut tirer n étoile. Ça veut dire que n étoile, l'effectif des personnes qui ont un excellent résultat et qui fument beaucoup, est égal à combien? 22 fois 30 fois n, le tout divisé par n fois n, ce qui va donner 22 fois 30, le tout divisé par 110, ce qui donne exactement 6. D'accord, donc ici on a 6 personnes qui ont des excellents résultats et qui fument beaucoup. Pareillement, ici on aura 18 personnes qui auront des résultats satisfaisants et qui fument beaucoup. Et là, 6 personnes qui auront les résultats médiocres et qui fument beaucoup. En appliquant le même principe, on va encore trouver 6, 18, 6. Et enfin, on va trouver 10, 30, 10. Donc voilà le tableau que Jerry et Popo vont obtenir. Donc c'est tout pour cet exercice qui était plutôt très simple. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Exercice 4. Il faut rappeler que de manière globale, la formule qu'il fallait appliquer, c'est que pour trouver l'effectif IJ de la IM ligne de la JM colonne, on devait tout simplement calculer NI point multiplié par N point J, le tout divisé par grand N. C'est la formule qu'il fallait appliquer. Donc, maintenant, l'exercice 4, bon, ça, on a préparé le corrigé. On dit, un facteur doit distribuer N lettres dans N boîtes aux lettres dont on a relié les plaques, les rendant indiscernables. C'est-à-dire que les N lettres sont indiscernables parce qu'on a retiré les plaques. D'accord? Ensuite, comme les N lettres portent N noms différents, donc les N lettres portent N noms différents, donc la question c'est euh, le facteur suppose qu'il y a une lettre et une seule à distribuer dans chaque boîte et il dispose donc les lettres au hasard. On dit calcule la probabilité qu'une lettre au moins soit distribuée à son destinataire réel. Calculer sa limite quand n tend vers plus l'infini. Donc,
On a préparé un corrigé, on a dit ceci. Pour résoudre cet exercice en passant par l'événement contraire, notons B, l'événement contraire de A, c'est-à-dire l'événement selon lequel aucune lettre n'est distribuée à son destinataire réel. Nous pouvons donc calculer la probabilité de B et ensuite utiliser la relation P de A égale à 1 moins P de B, parce que B c'est le contraire de A. Très bien, maintenant, on va calculer B. On dit, pour que aucune lettre ne soit distribuée à son destinataire réel, chaque lettre doit être placée dans une boîte différente de celle de son destinataire réel. Considérons la première lettre, n'est-ce pas? On a n-1 boîte sur n qui ne sont pas sa boîte réelle. C'est-à-dire que lorsqu'on considère une lettre, on a n-1 chance de mettre ça dans une boîte qui n'est pas en réalité sa vraie destination. Donc la probabilité que la première lettre ne soit pas dans la boîte réelle est donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc n-1 cas qui correspond au cas où la lettre n'est pas mise dans sa boîte, la boîte à laquelle elle doit vraiment correspondre, divisé par le nombre total. De même, pour la deuxième lettre, la probabilité qu'elle ne soit pas dans sa boîte réelle est n-1 sur n, et ainsi de suite jusqu'à la énième lettre. Puisque les événements sont indépendants, n'est-ce pas, le fait de distribuer les lettres sont indépendants, la probabilité que cela se produise pour toutes les lettres est le produit des probabilités. Donc, la probabilité de B, c'est n-1 sur n puissance n. Ensuite, nous utilisons la relation P de A égale à 1 moins P de B pour trouver la probabilité. Donc, P de A égale à 1 moins P de B, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire 1 moins n moins 1 sur n puissance n. Maintenant, la question c'est, on a dit calculer la limite quand n croît, c'est-à-dire on va calculer la limite de P de A. À ce niveau, on dit calculer limite de P de A quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour calculer ça, on va dire que c'est égal à la limite de 1 moins n moins 1 sur n, c'est 1 moins 1 sur n puissance n quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Ça va donc être égal à 1 moins la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n puissance n. Alors, pour calculer cette limite, on va utiliser la forme exponentielle. C'est égal à c'est égal à 1 moins exponentielle de, bon, on va d'abord mettre la limite. C'est égal à 1 moins la limite quand n tend vers plus l'infini. On va réécrire, on va réécrire la suite de la sorte, exponentielle de n fois logarithme de 1 moins 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Donc on va dire que c'est égal à la limite, non, il y a d'abord 1, tant pour moi, il y a d'abord 1, donc c'est égal, on va écrire, égal à 1 moins la limite. À ce niveau, on va faire un changement de variable. On va mettre grand N tend vers 0 de exponentielle de ln de 1 moins grand N, le tout divisé par grand N. Ici, on a posé grand N égale à 1 sur petit n. Et ça, c'est une limite classique. D'accord? Ça, c'est une limite classique qui donne moins 1. Ça va donner 1 moins exponentielle de moins 1 qui donne 1 sur... Donc, qu'est-ce que je dis? Qui donne plutôt... ça va donner plutôt 1 moins 1 sur E. Alors, pourquoi cette limite-ci donne exponentielle de moins 1? Tout simplement parce que, en guise de rappel, si vous calculez la limite
de logarithme de 1 moins n, n'est-ce pas, sur grand N, quand grand N tend vers 0, c'est égal à la limite du nombre dérivé en 0, n'est-ce pas, qui va donner la dérivée de ln de 1 moins n en 0, ce qui est égal à moins 1, c'est aussi une limite classique. Donc, voilà pour l'exercice 4. Maintenant, on passe à l'exercice 5. L'exercice 5, c'est les intervalles de confiance. Alors, on dit, on cache d'abord la correction, on dit, le comité de conservation des rivières d'une région examine la concentration de zinc à partir de 12 échantillons prélevés sans remise dans la rivière de la région afin de savoir si les résultats ont été modifiés depuis l'introduction de la nouvelle loi. C'est-à-dire, on a fait 12 échantillons, n'est-ce pas, de prélèvement et sans remise. Il obtient une moyenne de 2,6 grammes par millilitre de zinc. Donc, il y a 2,6 grammes de zinc par millilitre. En supposant que l'écart type de la concentration de zinc de toutes leurs rivières est le même que celui qui avait été trouvé l'an dernier, à savoir 0,3 grammes par millilitre. Donc, l'écart type c'est l'écart par rapport à la moyenne. Déterminer un intervalle de confiance pour la concentration moyenne au niveau de confiance 90%. Donc, on veut trouver un intervalle de confiance pour la moyenne de la concentration de zinc, n'est-ce pas, au niveau de confiance de 90%. Alors, ici, on va dire pour déterminer un intervalle de confiance pour la concentration moyenne de zinc dans la rivière avec un niveau de confiance de 90%, nous utilisons la distribution de Student, car l'écart type de la population est inconnu, n'est-ce pas? Et l'échantillon est relativement petit. D'accord? L'échantillon est relativement petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervalle de confiance est donné par la formule x bar moins t fois s sur racine de n plus petit que mu plus petit que x bar plus t fois s sur racine de n. Voilà. X bar, c'est la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire 2,6 grammes par millilitre. S, c'est l'écart type de l'échantillon, c'est-à-dire 0,3 grammes par millilitre. N, c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 12 quarts, qui est inférieur à 30. Non, on est obligé d'utiliser la distribution de Student. Et T est la valeur critique de la distribution de Student au niveau de confiance de 90% et N-1 degré de liberté. Ici, notre N, c'est combien? Notre N, c'est 13, d'accord? On a prélevé, non, notre n c'est 12. N égale à 12 ici. On peut préciser ça, que n égale à 12. N égale à 12. Donc, pour trouver la valeur de t, nous pouvons utiliser la table de distribution de Student ou des fonctions statistiques disponibles dans les logiciels ou calculatrices. Donc, ceux qui avaient des calculatrices programmables, peuvent retrouver la distribution de Student, le quantile, la distribution de Student. Donc, si on utilise la table des lois, on m'a dit que pour le niveau de confiance de 90% et n-1 égale à 11 degrés de liberté, la valeur de t du student est environ 1,796. Donc, on peut donc calculer la distribution. On peut donc calculer l'intervalle de confiance en remplaçant chaque valeur. Donc, si vous calculez là, vous allez trouver l'intervalle de confiance. D'accord? Donc, OK. Donc, c'est tout pour l'exercice 5. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, ce sont des variables aléatoires. On va résoudre ça rapidement. On dit une boîte contient 12 billets numérotés de 1 à 12. Sarah en tire 3 sans remise. Soit X la variable représentant le plus élevé des 3 numéros tirés. N'est-ce pas? Donc, il y a 12 billets numérotés de 1 à 12. On tire sans remise 3 parmi les 12. Soit X la variable représentant le plus élevé des 3 numéros tirés.
Première question, donner la distribution de probabilité de x et sa représentation graphique. Donc, pour donner la distribution de probabilité de x ou encore la loi de probabilité en d'autres termes, ce qu'on va faire, c'est trouver d'abord l'univers image. Quelles sont les valeurs possibles de x de oméga. Alors, si je tire 3 biais consécutifs, il est possible que la plus petite valeur de x, c'est-à-dire si je tire 3 biais, il est possible que j'obtienne 3 comme étant le numéro le plus grand, comme étant le plus grand numéro des 3 biais. Il suffit d'avoir par exemple 1, 2, 3. Si ici les biais 1, 2, 3, le plus grand sera 3. Il est possible d'avoir aussi 4, d'avoir 5, d'avoir 6, d'avoir 7, d'avoir 8, d'avoir 9, d'avoir 10, d'avoir 11 et enfin d'avoir 12 comme étant les numéros les plus élevés qui sont tirés. Maintenant, on va calculer chaque probabilité. À quoi est égale la probabilité que x prenne la valeur 3? C'est égal à la probabilité de tirer les biais 1, 2, 3 sur la probabilité de tirer 3 biais parmi les 12. Donc, sur combinaison de, de 3 dans 12. C'est-à-dire, ça va faire combinaison de 3 dans 3 sur combinaison de 3 dans 12, tout simplement. Très bien. Maintenant, quelle est la probabilité que x prenne la valeur 4? Que x prenne la valeur 4, c'est-à-dire que pour que 4 soit le plus grand numéro parmi les 3 biais tirés, il faut d'abord que je me rassure de tirer 4, n'est-ce pas? Donc, je tire un biais dans 1. Donc, je tire d'abord 4 pour être sûr. Ensuite, je tire les deux autres parmi les 3 biais qui ont des numéros inférieurs à 4. Parce qu'il y a 3 biais qui ont des numéros inférieurs à 4, divisé par le nombre total. 3 dans 12. Ensuite, si je vais avoir P de x égale à 5, il faut que je me rassure d'abord de tirer 5. Donc, j'ai une manière de tirer 5 de manière certaine. Ensuite, je tire les deux biais restants parmi les 4 biais qui ont des numéros inférieurs à 5, divisé par le nombre total de possibilités. Donc, de manière générale, si je veux calculer la probabilité que x prenne la valeur k, n'est-ce pas, c'est égal à, je me rassure d'abord que, bon, je vais bien écrire ça. On va d'abord se rassurer que le numéro en question est effectivement tiré. Donc, il y a une seule manière de le faire, c'est-à-dire que je tire d'abord le numéro en question. Donc, de manière générale, P de x égale à k est égal à combinaison. Donc, je tire d'abord le biais qui a le numéro k. Ensuite, je tire deux biais parmi les k-1 biais qui ont un numéro inférieur à k. Le tout divisé par combinaison de 3 dans 12. Donc, voilà la fonction de probabilité. Donc, peut-être pour aller vite, on peut représenter cette probabilité sur Excel. Donc, on va essayer de faire ça rapidement.
Donc voilà, ça y est, voilà la représentation de la distribution de probabilité, voilà la probabilité de chaque événement. En appliquant cette formule, tout simplement, on obtient le résultat. Donc, on passe à la deuxième question. Quelle est la probabilité que le numéro tiré soit supérieur à 7? Donc, pour calculer cette probabilité, ce n'est pas très compliqué. Alors, il suffit de calculer la probabilité que le numéro tiré soit supérieur à 7. Donc, on va tout simplement appliquer la formule. Donc, ici, on va calculer la probabilité que x soit supérieur à 7. C'est-à-dire que p de x égale à 8 plus p de x égale à 9 plus p de x égale à 10 plus p de x égale à 11 plus p de x égale à 12. Alors, ça va donner combien? Si on revient dans notre feuille Excel, à partir de 8, si on fait la somme ci, on trouve que ça donne 0,841 ici bas. La somme donne 0,841. D'accord? Donc, la probabilité la donne 0,841. Donc, c'est tout pour l'exercice 6. On passe à l'exercice 7 rapidement. Alors, l'exercice 7, c'est un exercice sur la distribution normale. On dit le temps requis pour Chloé pour se rendre au travail suit une loi normale de moyenne 47 et d'écart type 8 minutes. Donc, on va appeler T cette variable. Donc, T, si T c'est le temps requis par Chloé, T suit une loi normale de moyenne 47 minutes et d'écart type 8 minutes. Très bien. On dit quelle est la probabilité, première question, quelle est la probabilité qu'elle prenne plus d'une heure un certain matin pour se rendre au travail? Donc, on va calculer la probabilité qu'elle prenne plus d'une heure. Donc, il s'agit de calculer la probabilité que T, autant pour moi, que T soit supérieur à 60 minutes. D'accord? Donc, on va calculer la probabilité que T soit supérieur à 60 minutes. Très bien. Donc là, on va normaliser la variable T. On va la transformer en variable centrée réduite. C'est égal à 1 moins la probabilité. On passe d'abord par l'événement contraire. La probabilité que T soit inférieur ou égal à 60 minutes, ce qui est égal à 1 moins. Là, on va normaliser. On va normaliser la variable T. On va faire T moins la moyenne du T divisé par l'écart type de T sera inférieur ou égal à 60 moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, on sait que T moins la moyenne divisé par l'écart type suit une loi normale centrée réduite. Lorsqu'on normalise une loi, ça veut dire qu'on extrait la moyenne et on divise par l'écart type. Donc, c'est égal à, après calcul, ça va faire 1 moins la probabilité que la loi normale centrée réduite, n'est-ce pas, soit inférieure à, alors, lorsqu'on fait ce calcul, ça va faire 60 moins 47 divisé par 8. Voilà. Donc, c'est égal à 1 moins la probabilité que la loi normale centrée réduite là soit inférieure à, c'est inférieur ou égal, tant pour moi, inférieur ou égal à 1,625. D'accord, ça va donc donner 1 moins, si on part dans la table de la loi, 1 moins 0,9474. Si vous avez des difficultés dans la lecture de la table de la loi normale, laissez un commentaire, on va vous expliquer comment. C'est égal à 0,0526. Donc voilà la probabilité. On a 5,26% de chance qu'elle prenne plus d'une heure pour arriver au lieu de travail. Donc, deuxième question, on va appeler cette petite probabilité là
On va appeler cette probabilité petit p. Maintenant, à la deuxième question, on dit si on considère que le temps requis à un certain matin pour se rendre au travail n'influence pas le temps requis les autres matins, quelle est la probabilité que sur 60 matins, Chloé prenne plus d'une heure pour se rendre au travail plus de 5 fois? Donc, on va créer une nouvelle variable aléatoire U qui est égale au nombre de matins que Chloé où Chloé prend plus d'une heure, n'est-ce pas? Plus d'une heure pour se rendre au travail. Alors, si vous remarquez bien, on a dit que le temps d'un matin à un autre, il n'y a pas d'influence. Ça veut dire que les matins sont indépendants les uns des autres, n'est-ce pas? Ça, sont déjà les caractéristiques d'une loi binomiale. Donc, ça veut dire que U suit en fait une loi binomiale de paramètre n qui est égal à 60, n égale à 60 matin, et p c'est la probabilité de mettre plus d'une heure, c'est le petit p qu'on a calculé tout à l'heure. Donc là maintenant, pour répondre à la question, il suffit de calculer, il s'agit de calculer la probabilité que Chloé se rende au matin plus de 5 fois sur plus d'une heure. Donc, il faut calculer la probabilité que U soit supérieur à 5. C'est-à-dire qu'on dit quelle est la probabilité que sur 60 matins, Chloé prenne plus d'une heure pour se rendre au travail plus de 5 fois. Donc, c'est P de U plus grand que 5. On va encore passer par l'événement contraire, c'est 1 moins P de U inférieur ou égal à 5. Donc, ça va faire 1 moins. Quand on dit P de U inférieur ou égal à 5, ça veut dire P de U égale à 5 ou P de U égale à 4 ou P de U égale à 3 ou P de U égale à 2 ou P de U égale à 1. Donc, c'est cette probabilité qu'il faut calculer. Ça va donner 1 moins. Alors, P de U égale à 5, par exemple. C'est égal à quoi? C'est égal à la combinaison de 5 dans 60 fois le P qu'on a trouvé tout à l'heure, puissance 5, et 1 moins P, puissance 0, puissance 60 moins 5, autant pour moi. Ensuite, on passe à combinaison de 4 dans 60, de 4 dans 60 fois P puissance 4 fois 1 moins P puissance 60 moins 4 plus combinaison de 3 dans 60 fois P puissance 3 fois 1 moins P puissance 60 moins 3 plus combinaison de 2 dans 60 fois P puissance 2 fois 1 moins P puissance 60 moins 2 plus enfin combinaison de 1 dans 60, n'est-ce pas, fois P puissance 1 fois 1 moins P puissance 60 moins 1. Il y a une dernière situation qu'on a omise. Il y a le cas où U vaut 0. Donc là, ça, on a omise. Dans le cas où U vaut 1 vaut 0, U moins 1 vaut 0, c'est plus P de U égale à 0. Donc, vous remplacez, vous faites les calculs et vous aurez le résultat.
C'est tout pour l'exercice 7. Enfin, le dernier exercice. Le dernier exercice, c'est l'arbre à problème, l'arbre de choix. D'accord? On dit un jeu de rôle est organisé. Chaque participant doit choisir au hasard une profession, dentiste, notaire ou médecin. Un moment clé de sa vie professionnelle, actif ou retraité, et un des deux traits de caractère suivants, pessimiste ou optimiste. On note les choix de chacun. Aucun choix n'a plus de notoriété que d'autres. Première question, illustrer les possibilités de rôle par un diagramme en arbre. Donc, on va illustrer ça par un diagramme en arbre. C'est très simple. Donc, on va commencer par, euh, par les professions. On a dit qu'on a 3 professions. La première profession, c'est dentiste. D'accord. La deuxième profession, c'est notaire. La troisième profession, c'est médecin. Maintenant, au niveau de chaque métier, on a 2 possibilités correspondant au moment clé de la vie. Donc, on va mettre là. Les moments clés sont actifs et retraités. Pareil ici, actif, retraité. Pareil pour les médecins, actifs et retraités. Maintenant, en fonction de chaque moment, on peut dire si, s'il est pessimiste ou optimiste. Alors, lorsqu'il est dentiste actif, il pouvait être pessimiste ou optimiste. Pareillement, ici, étant retraité, il peut être pessimiste ou optimiste. Pareil ici, il peut être pessimiste ou optimiste. Et là, il peut être pessimiste ou optimiste. Ici aussi, il peut être pessimiste ou optimiste. Et enfin, là, il peut être pessimiste ou optimiste. Qu'est-ce qu'on obtient donc en fin de compte? Notre arbre va ressembler à quoi? Le premier résultat ici, c'est quoi? C'est dentiste actif pessimiste. Ici, c'est dentiste actif optimiste. Et là, c'est dentiste retraité pessimiste. Et ici, dentiste retraité optimiste. Et là, on aura notaire actif pessimiste. Ici, on aura notaire actif optimiste. Et là, on a notaire retraité pessimiste. Et ici, notaire retraité optimiste. Et ici, nous avons médecin actif pessimiste. Et là, on a médecin actif optimiste. Enfin, ici, on a un médecin retraité pessimiste. Et en fin de compte, on a médecin retraité optimiste. Donc, voilà les situations possibles. N'est-ce pas? Ça fait combien de situations? On peut dénombrer ensemble. Ça fait, on va dénombrer sur notre couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a 12 situations. On a 12 qui correspondent en fait à 3 métiers multiplié par les 2 situations de la vie, multiplié par les 2 états d'esprit. Donc, voilà les situations. Maintenant, deuxième question, c'est quelle est la probabilité de tout rôle élémentaire qui peut être choisi? Donc, la probabilité de tout rôle élémentaire qui peut être choisi. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a dit aucun choix n'a plus de notoriété que d'autres. Ça veut dire que tous les rôles ont la même probabilité. N'est-ce pas? Ça veut dire que la probabilité d'un rôle quelconque élémentaire est petit p est égal à
1 sur le nombre total de rôles, 1 sur 12. Ce qu'il fallait dire, tout simplement. Question. Alors, ça, c'est la question 2. C'est la question 2. Maintenant, question 2, plutôt. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3, c'est la suivante. Quelle est la probabilité que le rôle choisi soit celui de retraité optimiste? Alors, on veut la probabilité de gens qui sont retraités optimistes. Quel que soit le métier, on va mettre X pour métier. On va voir que si on vient sur l'arbre, on va essayer d'identifier les retraités optimistes à partir de l'arbre. Alors, pour identifier ça, alors les retraités optimistes, on a cette ligne, on a cette ligne, et enfin on a cette ligne. Ça fait 3 situations. D'accord, on a 3 situations. Donc, la probabilité des retraités optimistes est égale à 3 fois la probabilité élémentaire, 3 fois 1 sur 12, ce qui donne un quart. Quatrième question. La quatrième question, on dit quelle est la probabilité que le rôle choisi soit celui d'un médecin ou d'un optimiste. Donc, on veut que la probabilité que le rôle choisi soit celui d'un médecin ou d'un optimiste. Donc, on veut les probabilités des rôles qui commencent par médecin, quel que soit l'état d'esprit et l'état d'activité, ou bien qu'il soit optimiste, quel que soit le métier et l'état et la situation active ou retraité et ça. Donc, vous allez voir que il y a 4 situations pour les médecins, donc 4 fois 1 sur 12, plus 6 situations pour les optimistes, donc 6 fois 1 sur 12. D'accord? Ce qui va faire 4 douzièmes, c'est 1 tiers, plus 1 demi, ça va faire exactement 5 sixièmes. Donc, c'était tout. Question 5. Alors, à partir de la question 5, on suppose que tous les rôles ne sont pas équiprobables. N'est-ce pas? On a la probabilité de chaque rôle. Et on choisit un rôle au hasard. On dit que devient la probabilité que le rôle choisi soit celui de retraité optimiste. Nous savons que la probabilité de retraité optimiste, c'est-à-dire la probabilité X retraité optimiste, quel que soit le métier, est égale à la probabilité des dentistes retraités optimistes plus la probabilité des notaires retraités optimistes plus la probabilité des médecins retraités optimistes. Ça va donner combien? Alors, ça fait 0,025 pour les dentistes retraités optimistes, c'est-à-dire cette probabilité, plus la probabilité des notaires retraités optimistes, 0,1, n'est-ce pas? Notaire retraité optimiste, c'est-à-dire cette probabilité, 0,1, plus les médecins retraités optimistes, c'est cette probabilité, en plus 0,2. Ça donne exactement 0,325. Ensuite, la dernière question, c'est que devient la probabilité que le rôle choisi soit celui de médecin ou d'optimiste. Donc, dans ce cas, la probabilité choisie serait égale à quoi? On va essayer d'identifier
On va d'abord prendre tous les médecins. Tous les médecins, c'est cette probabilité, celle-là, 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 n'est-ce pas? Ensuite, tous les optimistes. Tous les optimistes, c'est celle-là, 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 et qui encore, et celui-là de nouveau. Donc, si on calcule, ça va faire 0,25, non, 0,025, autant pour moi. 0, on va mettre ça comme ça, 0,025 plus 0,025 encore, plus 0,1, plus 0,1, ensuite plus 0,2, ça c'est d'abord tous les optimistes, ensuite tous les médecins, ça c'est tous les optimistes ici, optimistes. Ensuite tous les médecins c'est 0,1 plus 0,2 plus 0,1 plus 0,2. Ça c'est les médecins. Donc, c'est tout pour la correction. Vous effectuez le calcul, vous obtenez le résultat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous voulez entrer en possession de ce document, écrivez-nous sur WhatsApp. D'accord, voilà notre WhatsApp, voilà notre chaîne YouTube, voilà notre adresse email. Écrivez-nous et puis on vous donnera les modalités pour entrer en possession. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à poster davantage de contenu, n'est-ce pas? Abonnez-vous, partagez à ceux qui en ont besoin, des personnes qui sont dans le besoin de préparation de concours. Ce document, c'est un document de près de 300 pages, comme vous pouvez le constater ici, et il corrige les 21 derniers sujets, et voilà, c'est à votre disposition sur le marché africain. C'est ce document unique. Vous pouvez scanner ce code pour accéder directement à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine.